Bonjour, aujourd'hui nous allons travailler la leçon qui porte sur la mole et les grandeurs molaires. On y incorporera la leçon qui concerne les concentrations puisque j'estime que la concentration molaire est aussi une grandeur molaire. En définition, la mole, c'est une quantité d'entités microscopiques, que ce soit des atomes, des molécules ou des ions, comportant 6,22 10 à la puissance 23 unités. Ici, on ne parle que de particules, c'est-à-dire des petits objets à l'échelle nanoscopique même, donc à partir de la molécule, et on descend à l'atome, et ainsi aux particules subatomiques, telles que les électrons, les protons, etc. Pour les dénombrer, on utilise la notion de mol. Donc, c'est comme un paquet contenant un très grand nombre de particules qui va jusqu'à 6,022 10 à la puissance 23 particules. On peut définir aussi une mole comme étant le nombre d'atomes de carbone 12 contenus dans 12 grammes du carbone 12. Sachant que la masse du proton, c'est 1,6726219 10 à la puissance moins 27 kg. On a pris la masse petit m est égal à 12 grammes de l'échantillon formé que du carbone 12. Cet échantillon contient n atomes, donc le nombre n, c'est la masse de l'échantillon divisé par la masse d'un seul atome. Avec un simple calcul, on trouve que le nombre d'atomes contenus dans 12 grammes du carbone 12, c'est l'inverse de la masse du proton exprimée en grammes. On trouve 5,978 10 puissance 23 atomes. La valeur adoptée avec plus de réalisme est 6,02 10 à la puissance 23 atomes. Cette différence vient de plusieurs considérations, telles que par exemple la masse d'un atome n'est pas vraiment le nombre de masses fois la masse du proton, donc c'était juste une approximation, mais la valeur exacte est calculée pour être 6,02 10 à la puissance 23 atomes. Dans une substance, il y a un certain nombre de moles, c'est-à-dire au lieu de parler de nombre d'unités, nombre de particules, on parle de nombre de moles. Au lieu de dire nombre de moles, c'était normalement le nom ancien. Nous allons parler, nombre de moles, nous allons parler de quantité de matière. La quantité de matière. C'est une grandeur qu'on introduit en sciences physiques pour dénombrer le plus facilement un nombre colossal de particules. Donc, au lieu de dire 6,02 10 à la puissance 23 particules, il est plus facile de dire une mole. Dans une mole de substance X, il y a 6,02 10 à la puissance 23 particules de X. Au lieu de dire cette phrase, on dit que la quantité de matière de X est égale à une mole. C'est toujours trop long. On écrit alors N de X est égal à 1 mol. Alors, mol, c'est l'unité. Elle est dépourvue du E. Elle est dépourvue du E. L'unité mol, ma fiha shay E. Ceci veut dire tout simplement que dans la quantité de matière de l'échantillon qu'on a entre les mains, on a 6,02 10 à la puissance 23 particules. Par exemple, si on dit que la quantité de matière des électrons est 0,5 mol, ceci veut dire, dans l'échantillon d'électrons, on a le nombre grand N tel que grand N, c'est 0,5, et au lieu d'écrire le mot unité mol, on écrit 6,02 10 à la puissance 23, qui est la valeur des particules, du nombre des particules contenues dans une mole. On trouve 3,01 10 à la puissance 23 électrons. En plus simple,
Une mole correspond 6,02 1023 unités. La quantité de matière N d'une espèce X correspond N unités. En fait, ce n'est qu'une espèce de règle de 3. On trouve alors que le nombre N, C multiplié par 1, est égal à N multiplié par 6,02, etc. Bon, comme vous venez de le remarquer, c'est lourd qu'à chaque fois on va dire 6,02, 10, 23, etc. Donc, on va introduire la notion du nombre d'Avogadro. Par définition, le nombre d'Avogadro est noté grand N indice A et il correspond à la valeur de 6,0210 à la puissance 23, mais avec l'unité mol moins 1. Ce nombre n'est autre qu'une affirmation que dans une mole, il y a 6,210 à la puissance 23 particules. Notre règle des 3 va s'écrire comme dans une mole, il y a Na unités par mole, donc si vous voulez, N, la quantité de matière de X, on contient grand N unités. Donc, le nombre de particules dans un échantillon contenant la quantité de matière petit n n'est autre que petit n fois Na. Na n'est autre que le nombre d'Avogadro, 6,02 10 à la puissance 23 mol moins 1. Vous remarquez que la quantité de matière est en mol, le nombre d'Avogadro étant en mol moins 1, le résultat ne contiendra pas d'unité. Ainsi, la quantité de matière d'une substance est définie comme étant le nombre de particules contenues dans l'échantillon divisé par le nombre d'Avogadro. Parlons maintenant de la masse molaire atomique. Pour une mole d'atome, on parle de ce qu'on appelle la masse atomique. Elle est notée avec un M majuscule. Son unité est le gramme par mol. En chimie, on ne travaille pas avec les kilogrammes, on travaille en grammes. Considérons la table périodique. Dans chaque table qui se respecte, on a l'affichage ou bien la valeur de la masse d'une mole d'atome. Par exemple, pour l'hydrogène, on a 1,0079 g par mol. Pour l'oxygène, la masse est 15,999 g par mol. On n'est donc pas obligé d'apprendre par cœur les masses molaires atomiques, mais ils nous seront fournis. Néanmoins, on peut essayer de la calculer selon l'abondance isotopique d'un élément donné. Vous savez bien que la définition d'un élément chimique est la suivante. Un élément chimique est l'ensemble ou bien la famille des isotopes, chacun selon son abondance. Supposons que l'élément chimique cuivre ne possède que deux isotopes, le cuivre 63 et le cuivre 65. L'abondance du premier est 69,1%, celle du second c'est 30,8%. Rectifions ici par le 2 pour avoir 100%. Sachant que la masse molaire, c'est-à-dire la masse d'une mole du cuivre 63 est 63 g par mol, et celle du cuivre 65, vous remarquez que le nombre de masse d'un atome est exactement la masse molaire de cet atome. Ça veut dire que pour l'élément chimique, si je veux calculer la masse molaire, chaque isotope participe par son abondance. Autrement dit, dans 100% de l'élément cuivre, il y a 1% de Cu63 dont la masse molaire est M1 et 30,8% du cuivre 65 dont la masse molaire est 65 g par mol. Tout calcul fait,
on peut trouver la valeur de la masse molaire du cuivre, de l'élément chimique cuivre. Je rappelle bien sûr que l'élément chimique cuivre, c'est un mélange de ces isotopes, ici j'ai pris les deux exemples, est un mélange de ces isotopes, chacun selon son abondance. Donc, si vous voulez calculer la masse molaire de l'élément chimique, on utilise l'abondance de chaque isotope multiplié par la masse molaire de cet isotope. Généralement, on ne demande pas cela en chimie, juste pour cette année, pour mieux comprendre la notion d'isotope et la notion d'élément chimique. Comme je l'avais précédemment dit, la masse molaire d'un élément chimique est donnée dans la table, donc je n'ai pas besoin de la calculer, sauf dans ce type d'exercice. Discutons maintenant la masse molaire d'une molécule. Donc on va considérer la molécule AXBY, telle que par exemple C2H4. La masse molaire de la molécule n'est autre que X multiplié par la masse molaire de A plus Y multiplié par la masse molaire de B. A et B sont des éléments chimiques. Calculons la masse molaire de l'eau de formule générale H2O. D'après la formule, M de AX BY est égal à X fois la masse molaire de A plus Y fois la masse molaire de B. Donc, la masse molaire de H2O, c'est 2 fois la masse molaire de H plus la masse molaire de O. Ici, X est joué par 2 et le rôle de Y est joué par 1 qu'on n'écrit pas généralement. Donc, ça sera quoi? Pour X, c'est 2 et pour Y, c'est 1. Sachant que la masse molaire de l'oxygène, c'est 16 grammes par mol, on vous la donne. Et la masse molaire de l'hydrogène, c'est 1 gramme par mol. Alors, la masse molaire de l'eau, c'est 2 fois 1 plus 16, c'est 18 grammes mol moins 1. On a juste remplacé la masse molaire de l'hydrogène par 1 et la masse molaire de l'oxygène par 16. Et on a fait les calculs. Vous trouvez un autre exemple dans le manuscrit qui se trouve sur le net. On se demande quelle est la relation entre la masse molaire et la quantité de matière. Eh bien tout simplement, la quantité de matière d'un échantillon est égale au rapport entre la masse de l'échantillon et la de la masse molaire de l'espèce ou bien de la substance qui forme l'échantillon. Il ne faut pas croire que la masse molaire n'existe que pour les espèces chimiques. La notion de masse molaire peut être aussi étendue au mélange. Pour démontrer cette relation, c'est très simple. Ainsi que une mole, elle correspond à la masse molaire, grand M, de l'espèce ou bien de la substance. Et dans la quantité de matière N de cette substance, on a la masse petit m. Ou bien autrement dit, la quantité de matière N de X pèse petit m. C'est la masse de l'échantillon. Je divise N sur 1 et petit m sur grand M et j'aurai petit n égale petit m sur grand M. C'est ainsi que je veux que vous l'appreniez. Voilà, jusqu'à maintenant, on a eu deux formules. La quantité de matière de la substance X égale à grand N sur Na, c'est le nombre d'entités divisé par le nombre d'Avogadro, et c'est égal à la masse de l'échantillon dont on dispose divisé par la masse molaire de la substance. Avant de continuer, discutons la masse molaire d'un mélange. Pour cela, considérons deux espèces chimiques, si vous voulez, A et B. Deux espèces chimiques, A et B, qui se trouvent dans un mélange AB avec les proportions particulières suivantes, P1 et P2. C'est-à-dire que P1, c'est le pourcentage du nombre des atomes ou bien de l'espèce A dans le mélange. P2, c'est le pourcentage de l'espèce B dans le mélange. Je rappelle qu'un mélange n'est jamais une espèce chimique. Pour déterminer la masse molaire
du mélange, on utilise la formule. La masse molaire du mélange, c'est le pourcentage de l'espèce A fois la masse molaire de l'espèce A, plus le pourcentage de l'espèce B fois la masse molaire de l'espèce B. Ce pourcentage n'est pas un pourcentage de masse, mais c'est un pourcentage, si vous voulez, de particules, le nombre de particules, ou de la quantité de matière, parce qu'on s'était mis d'accord que, au lieu de parler du nombre de particules, on parle de la quantité de matière. C'est plus concis et c'est plus facile. Discutons maintenant la quantité de matière d'un état gazeux. 3 états de la matière. On a l'état solide, où les particules qui forment la substance sont bien ordonnées, liées entre eux. Mais ils sont en mouvement de vibration continue. À cause de quoi? À cause de la température. C'est la chaleur ou bien l'énergie calorifique. On dispose aussi de l'état liquide. Dans cet état, les particules ne sont plus bien ordonnées, mais ils restent toujours un petit peu compactes, les unes qui touchent les autres, qui sont en contact si vous voulez, et l'agitation thermique dans ce cas, est beaucoup plus importante. Mais les particules restent en contact. Le dernier cas, c'est l'état de gaz, l'état gazeux. Dans cet état, les particules qui forment le gaz sont en mouvement et qui peuvent occuper le maximum, je ne dirais pas tout, mais le maximum de l'espace qui leur sont offerts. Considérons un gaz. Ces particules sont éparpillées partout, loin l'une de l'autre. Mais à cause de l'agitation thermique, chaque particule possède une énergie qui lui permet de voyager de part et d'autre du récipient, par exemple, qui contient le gaz. Donc rien n'empêche cette particule d'heurter celle-ci ou bien d'entrer en collision avec l'une des parois du récipient. Il y a aussi des interactions électroniques entre les atomes qui forment le gaz ou bien les molécules qui forment ce gaz. Alors, un bon gaz, si vous voulez, ou bien un gaz idéal, c'est celui dont les particules n'entrent jamais en choc les unes avec les autres et il n'y a aucune interaction entre elles. On appelle ce gaz gaz parfait. Un gaz est caractérisé par 4 données. Donc, il s'agira de la température absolue du gaz, la pression P du gaz exprimée en pascal, le volume du gaz exprimé en mètres cubes. Ici, j'insiste sur le fait que le volume du gaz et non pas le volume du récipient. Parce qu'on peut avoir un gaz dans un espace ouvert, donc il ne pourra pas occuper l'univers tout entier. Et la quantité de matière du gaz. Ces 4 grandeurs, T, P, V et N, sont appelées variables d'état. Pourquoi? Parce que l'état d'un gaz, le gaz, est déterminé lorsqu'on connaît ces 4 valeurs. Parce qu'il peut s'agir d'un gaz compressé ou bien comprimé, d'un gaz dilaté, ou bien d'un gaz froid, ou bien d'un gaz chaud. Donc on ne peut connaître l'état d'un gaz que si on détermine ces 4 grandeurs. Dans l'histoire, plusieurs physiciens, dans le cadre de la thermodynamique, ont essayé de trouver une relation entre ces 4 paramètres. Ce type de relation nous permettra de déterminer la nature du gaz et prédire son comportement. Alors, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Ils ont trouvé qu'à faible pression, voire par exemple, je ne sais pas moi, 10 atmosphères, on a la même condition, c'est-à-dire dans les mêmes conditions de pression et de température, une mole de gaz occupe toujours un même volume. C'est-à-dire,
si je prends une mole de dioxygène O2 et une mole de diazote N2 à 25 degrés par exemple, alors elles vont occuper toujours le même volume, indépendamment de la nature des atomes ou bien des molécules qui forment les gaz. C'est la loi d'Avogadro-Ampère. Plus précise encore, la loi de Boyle-Mariotte, qui dit que le produit entre la pression et le volume reste toujours constant tant qu'on n'a pas changé la température du système. Ceci n'est vrai que pour des faibles pressions, c'est-à-dire lorsque les particules qui forment le gaz sont assez loin les unes des autres. Tout à l'heure, on avait vu qu'il s'agit des gaz parfaits. Donc, la définition d'un gaz parfait est tout simplement celui qui obéit à la fois à la règle de, ou bien la loi de Boyle-Mariotte et celle d'Avogadro-Ampère. On a aussi vu que ceci se réalise pour les pressions faibles, c'est-à-dire 10 fois plus, enfin inférieures à 10 fois la pression atmosphérique. En physique, pour l'étude d'un phénomène, je dois avoir une équation qui le gouverne, au moins dans notre tête. Dans le cas des gaz parfaits, on parle de l'équation d'état des gaz parfaits, soit PV égale nRT. C'est juste à retenir. Avec R, c'est la constante des gaz parfaits, c'est 8,413 en joule mol moins 1 Kelvin moins 1. En général, radin nakhdo SI. La pression doit être en pascal, comme ce qu'on vient de voir. Le volume en mètres cubes. N, c'est la quantité de matière du gaz en mol. T est en Kelvin, c'est la température absolue du gaz. Comment est-ce que cette équation d'état PV égale nRT peut-elle exprimer à la fois la loi d'Avogadro-Ampère et celle de Boyle-Mariotte? Bon, je rappelle qu'une équation d'état, c'est toute équation qui relie l'équation, enfin les variables d'état d'un gaz. Eh bien voilà, que dit la loi d'Avogadro-Ampère? C'est-à-dire dans les mêmes conditions de pression et de température. Une mole, donc N est égal à 1, R c'est une constante, T c'est une constante, P c'est une constante. Donc obligatoirement, V doit être une constante pour que l'égalité ait lieu. Et comment cette équation exprime la loi de Boyle-Mariotte? Eh bien ça se voit, le produit PV reste inchangé, reste invariant, reste constant pour une quantité de matière bien définie et une température bien définie. Voilà, donc lorsque N ne varie pas et T ne varie pas, le produit PV ne varie pas, quelle que soit la nature du gaz. Parce que dans cette formule, il n'y a que les paramètres macroscopiques du gaz et aucun paramètre microscopique, c'est-à-dire c'est une équation qui ne prend pas en considération l'interaction entre les particules, etc., etc. Et ceci, bien sûr, n'est vrai que pour des faibles pressions. Que pour des quoi? Des faibles pressions. On avait parlé auparavant du volume occupé par une mole de gaz. C'était dans le cadre de la loi d'Avogadro-Ampère. On l'appelle alors le volume molaire. Le volume molaire, c'est le volume occupé par une mole de gaz. Lorsque vous entendez le terme volume molaire, c'est ce qu'il s'agit d'un gaz et rien que d'un gaz. Si on veut calculer le volume occupé par une mole de fer, par exemple, ou bien une mole d'eau, par exemple, il faut le préciser. Mais lorsqu'on dit tout simplement volume molaire, on ne parle que de l'état gazeux. Alors, une mole de gaz occupe le volume Vm. La quantité de matière N du gaz occupe le volume V du gaz. Comme précédemment, j'utilise la règle de 3 en divisant N par 1 et en divisant Vg par Vm, j'aurai l'expression de la quantité de matière du gaz qui est égale au volume du gaz divisé par le volume occupé par une mole de ce gaz. Jusqu'à maintenant,
on a les expressions suivantes de la quantité de matière. C'est N sur Na, c'est-à-dire le nombre d'entités dans l'échantillon divisé par le nombre d'Avogadro, la masse de l'échantillon divisé par la masse molaire de la substance qui forme cet échantillon, Vg, c'est-à-dire le volume du gaz, divisé par le volume molaire du gaz. Comment peut-on calculer le volume molaire d'un gaz, connaissant bien sûr la pression et la température? On considère tous les gaz comme étant des gaz parfaits. Puisqu'on ne fait pas de chimie industrielle, on ne fait que de la chimie au laboratoire. Donc, a priori, les pressions avec lesquelles on travaille vérifient la condition nécessaire pour considérer les gaz comme étant parfaits. Par définition, le volume d'une mole de gaz, c'est le rapport entre le volume de l'échantillon divisé par le nombre de moles. Pour comprendre cette formule, il y a le mot volume qu'on met au numérateur et le mot molaire, adjectif je pense, il doit se mettre au dénominateur. Ceci ressemble au cas de la masse volumique. La masse se met au numérateur, volumique, le volume se met au dénominateur. En utilisant l'équation d'état PV égale nRT, ici exprès j'ai remplacé grand V qu'on avait utilisé auparavant avec Vg pour ne jamais se tromper. Cette formule, ou bien la formule qu'on aura après, n'est applicable que dans le cas des gaz. Implique que Vg sur N est égal RT sur P. Mettons cette équation 1, numérotant celle-ci par 2. On a donc l'équation 1 est égale à l'équation 2. Donc Vm est égal RT sur P. Ayant la formule en tête, calculons le volume molaire dans les conditions normales de pression et de température. Dans ces conditions, une atmosphère c'est 1,013 10 à la puissance 5 pascal et la température c'est 0 degré C. En Kelvin, ça donne 273 Kelvin. L'application de la définition du volume molaire me permet de calculer la valeur 0,0224. Mais attention, en mètres cubes et non pas en litres. C'est généralement le piège dans lequel on se fout toujours. Il faut faire très attention. Le volume calculé à l'aide des paramètres en atmosphère, en pascal, Kelvin, etc., ça sera en mètres cubes obligatoirement. Et puis, puisqu'on a divisé par N, on doit mettre par mol. Donc le volume, c'est Vm, c'est 0,0224 mètres cubes par mol. En la multipliant par 1000, je retrouve la valeur du volume molaire en litres. C'est 22,4 litres par mol. Et lorsque la pression est égale à 1 atmosphère, et une atmosphère si vous voulez, et la température, c'est 273 Kelvin. Passons maintenant à la densité d'un gaz. On avait déjà vu que la densité d'un solide ou d'un liquide est calculée par rapport à l'eau, c'est-à-dire c'est sa masse volumique divisée par celle de l'eau. Pour les gaz, on va utiliser l'air comme référence, puisque si on utilise l'eau, on aura des valeurs très faibles et qu'on aura du mal à gérer. Exprimons chaque densité par sa formule. La masse volumique du gaz, c'est la masse molaire divisée par le volume molaire. Donc on a choisi une mole pour faciliter le travail. La masse volumique de l'air, c'est la masse de l'air divisée par le volume de l'air. On choisit le même volume pour simplifier, en utilisant bien sûr la loi d'Avogadro-Ampère qui dit que les gaz occupent le même, une mole du gaz occupe le même volume dans les mêmes conditions. Dans ce cas, on simplifie par V et on aura l'expression la densité du gaz, c'est la masse molaire du gaz divisée par la masse molaire de l'air. Pour calculer la masse molaire de l'air, on va considérer qu'elle est formée de 20% du gaz oxygène ou bien du dioxygène et de 80%
du diazote ou de l'azote gaz. En utilisant la formule du mélange, en utilisant la formule de la masse molaire du mélange, on peut trouver que la masse de l'air, c'est 29 grammes par mol. Dans ce cas, la densité d'un gaz peut être définie comme le rapport entre sa masse molaire sur 29. À bien retenir. Partons maintenant pour la discussion de ce qu'on appellera la concentration molaire et bien sûr la concentration massique d'une solution. Mais avant tout, qu'est-ce qu'une solution? Il faut bien retenir qu'une solution, c'est un mélange homogène entre solvant et soluté. Le mot homogène, ça veut dire qu'on ne peut pas distinguer les constituants d'un mélange. La plupart de nos travaux au lycée se feront autour de ce qu'on appelle la solution aqueuse. Alors, qu'est-ce qu'une solution aqueuse? C'est une solution dont le solvant est tout simplement de l'eau. Le soluté, c'est-à-dire la substance dissoute dans l'eau. Elle peut être ou bien solide, ou liquide, ou gaz. Le cas solide, c'est comme lorsqu'on met un petit peu de sucre ou de sel dans de l'eau. Liquide, lorsqu'on mélange par exemple l'alcool, le vinaigre avec de l'eau. Et ou gaz, c'est comme le cas du CO2 qui se trouve dans les boissons gazeuses. Normalement, c'est un gaz dissous. Il y a aussi le diode dans la bétadine, etc., etc. Considérons un volume V d'eau dans lequel on fait dissoudre la quantité de matière N d'une espèce chimique X. On définit alors la concentration molaire C comme étant le rapport N sur V. Regardez bien, on met N dans V, donc la concentration c'est N sur V. C'est la concentration molaire exprimée en mol par litre. Ici, le volume V, en fait, c'est le volume total de la solution qu'on va considérer comme étant le volume du solvant, et non pas qui est égal au volume de la solution tout entière. Ça veut dire tout simplement que le soluté ne modifie pas le volume. Est-ce que c'est vrai? Ben oui, parce que on étudiera au cycle secondaire que les solutions très diluées, c'est-à-dire ils ne possèdent pas beaucoup de concentration, donc le soluté n'affecte pas beaucoup le volume final du mélange. Donc, la concentration molaire, c'est la quantité de matière du soluté divisé par le volume de la solution. Pour une espèce chimique particulière, on note pas C, mais on note le symbole de l'espèce entre crochets. Par exemple, prenons le cas de NaCl. Nous allons dissoudre une mole de NaCl dans 200 ml d'eau. En faisant le calcul, on va trouver que la concentration de la solution obtenue est 5 mol par litre. En se dissolvant, je trouve dans la solution rien que des ions Cl- et des ions Na+. J'ai représenté une, mais bon, il y en a une grande quantité. Ça veut dire que une molécule de NaCl me donne une particule ionique Cl- et une autre particule ionique Na+. Donc, une mole de NaCl va me donner une mole de Cl- et une mole de Na+. Puisqu'il est canon 10, si j'avais deux, j'aurais deux molécules de NaCl me donneront deux ions Cl- et deux ions Na+. Donc si j'avais 6,02 10 23, j'aurais aussi ici 6,02 10 23. Donc une mole me donne une mole de Cl- plus une mole de Na+. Dans ce cas, si j'ai envie de parler de concentration des ions Cl-, je ne vais pas écrire C.
parce que c'est la quantité de matière de NaCl de la molécule dissoute sur le volume total. Mais là, je ne parle que d'une partie présente effectivement dans le mélange, donc je vais la noter comme la concentration entre crochets, un truc entre crochets, le symbole entre crochets, la concentration des ions Cl-, c'est la quantité des ions Cl- présents dans la solution divisé par le volume. J'ai introduit un petit peu le lien, mais ça ne sera pas question dans cette leçon, on le verra dans la leçon des transformations chimiques. De même, on peut définir la concentration effective des ions Na+, comme étant la quantité de matière des ions Na+, sur le volume V. Bref, lorsqu'on parle de la quantité de matière du soluté tout entier, mazelma dissociège, on parle de la concentration de la solution en cet élément, ou bien tout simplement la concentration de la solution. Par contre, si on parle et on précise et on spécifie l'espèce chimique dans le mélange, c'est-à-dire dans la solution, on est obligé d'écrire le symbole de cette espèce entre crochets pour dire qu'il s'agit de la concentration de l'espèce dans la solution. Elle exprime tout simplement la quantité de matière divisée par le volume dans lequel elle se trouve. Sans transition, il est facile de voir que la concentration massique, ça sera la masse de la soluté divisée par le volume. Cherchons à démontrer la relation entre la concentration molaire et la concentration massique. Rappelons-nous de cette ligne, la quantité de matière, c'est le nombre de particules divisé par le nombre d'Avogadro, c'est la masse sur la masse molaire et c'est le volume du gaz sur Vm. Et on avait vu que la concentration massique, c'est la concentration, enfin c'est la quantité de matière du soluté divisé par le volume de la solution. Puisque je ne cherche que la relation entre la concentration molaire et la concentration massique, eh bien je vais conserver ces deux termes de l'égalité. Ce système d'égalité va me permettre, en substituant l'une dans l'autre, j'aurai que c'est Cm sur grand M, le tout sur V, soit C égale M sur grand M fois V. Or, d'après l'expression de la concentration massique, on a Cm sur V. Donc, si j'arrange un petit peu l'écriture de la concentration molaire, ceci me donne la relation suivante qui lie la concentration massique de la solution et sa concentration molaire. Dans le polycope, on a exprimé la chose comme ceci. Le dernier paragraphe de cette leçon sera la dilution d'une solution. Alors, qu'est-ce que c'est que la dilution d'une solution? C'est tout simplement lorsqu'on ajoute un volume du solvant dans une solution, on dit qu'on a effectué une dilution. Considérons pour cela un certain volume V d'une solution aqueuse qu'on notera VI. La concentration de cette solution est CI. Puisqu'on avait vu que la concentration molaire est égale à la quantité de matière du soluté divisé par le volume, alors la quantité de matière est égale à la concentration fois le volume. Ceci va enrichir notre ligne qui va s'agrandir pour donner la formule générale qui résume toute la leçon. J'y reviendrai plus tard. Dans ce cas, si j'ai envie de calculer la quantité de matière du soluté présente dans ce volume VI de concentration CI de la solution, il suffit de faire le produit CI fois VI et j'ai la quantité NI. Pour mieux saisir, je vais représenter cette quantité NI par 5 particules. هما ماشي 5 mais زعما حنا نقولوا ها هو le nombre هذوك الخمسه veulent dire un certain nombre, par exemple 10 à la puissance moins 2, 3,5 10 à la puissance moins 3 mol, etc., etc. Maintenant, et pour diluer cette solution, je vais y rajouter un certain volume VE du solvant. E, c'est pour de l'eau, puisque les solutions avec lesquelles on travaille, ce sont des solutions aqueuses.
c'est l'opération de dilution qui va me donner une nouvelle solution de concentration CF comme finale et de volume V final qui est la somme entre V initial et le volume d'eau ajouté au mélange. C'est clair dans ce cas que la quantité de matière du soluté présente dans la solution diluée s'exprime sous forme du produit C final fois V final. La question que je pose maintenant, est-ce qu'on a vraiment changé ces 5 particules? C'est-à-dire, est-ce qu'on a vraiment changé, est-ce qu'on a touché à la quantité de matière de la soluté? Bien sûr que non, on n'a fait que rajouter l'eau au mélange. On est donc obligé de dire que lors d'une dilution, la quantité de matière dissoute initiale reste toujours inchangée, c'est-à-dire est égale à la quantité de matière finale. Ceci s'exprime par l'égalité CIVI est égale CFVF qu'on appelle la relation de dilution. On peut aussi exprimer cette égalité sous forme de rapport la concentration initiale الكبيرة sur la concentration finale صغيرة est égal le volume final الكبير sur le volume initial صغير. Revenons à notre schéma. Je l'ai un petit peu fait monter. Le volume initial est plus petit que le volume final. En l'occurrence, la concentration initiale, elle est plus forte que la concentration finale. C'est le rapport entre la concentration initiale sur la concentration finale. Là, enfin, le volume final sur le volume initial, K est toujours supérieur à 1. Alors, dans les exercices, dans l'énoncé des exercices, on trouve des phrases qui ressemblent à celle-ci. On dilue 10 fois la solution. Ceci veut dire tout simplement que K est égal 10. Pour clôturer la leçon, la formule la plus importante peut être résumée dans celle-ci. La quantité de matière, c'est N sur Na, petit n sur grand N, V du gaz, attention, V du gaz sur Vm, et C fois V. Na, c'est le nombre d'Avogadro. N, c'est le nombre d'unités dans l'échantillon étudié. La masse de l'échantillon est égale, bien sûr, on peut la calculer, à partir de l'expression de la masse volumique du matériau. Dans le cas des gaz, en utilisant la densité du gaz comme étant la masse volumique sur la masse volumique de l'air. Sinon, on utilise la formule grand N sur 29 qui nous permet de déterminer la masse molaire du gaz rien qu'en connaissant sa densité. Sinon, pour un solide ou un liquide, je peux déterminer ρ à partir de ρ, c'est-à-dire la masse volumique de l'eau. Toujours, ρ de l'eau, c'est 1000 grammes par litre dans les conditions habituelles du travail. Le volume molaire est défini par la relation V du gaz sur N, volume molaire, CRT sur P, conformément à l'équation d'état du gaz parfait, PV égale nRT. Et puis, finalement, on peut écrire que la quantité de matière de l'espèce X, c'est la concentration effective de l'espèce X fois le volume, si je suis en train de travailler une espèce spécifique et non pas la totalité du soluté. Cette ligne résume absolument tout ce qu'on doit retenir de la leçon en ce qui concerne les formules. Les définitions, les conceptions doivent bien sûr eux aussi être retenus. 50% de l'étude en chimie se base sur l'étude quantitative, c'est-à-dire là où on calcule les quantités de matière.
Donc attention, pour moi, à mon avis, cette leçon est très importante puisqu'il constitue 50% des données qu'un élève doit maîtriser pour entamer, enfin pour continuer sa carrière en chimie. Ce qu'on vient de dire concerne, dans le cas par exemple des solutions, concerne les solutions diluées, c'est-à-dire dont les concentrations sont inférieures à 1 mol par litre. Au laboratoire, on n'est pas toujours amené à travailler avec de telles concentrations, sinon on procède à la dilution. La relation dilution est donc la concentration initiale fois le volume initial est égal à la concentration finale fois le volume final, selon laquelle la quantité de matière du soluté ne change pas si on rajoute un certain volume du solvant dans le mélange. À bientôt dans la nouvelle leçon.